Show Game Show Spring 2001. Triste nouvelle tout d'abord, Sega est complètement absent du salon. Dommage, mais la vie continue et cette année encore, les éditeurs japonais ont déballé tout ce qu'ils pouvaient pour attirer la populace et exciter le cœur des joueurs. Surtout des joueurs. Sur 3 halls, les stands se succèdent, la foule se presse, la circulation est difficile mais tout va bien. Devant nos yeux, toute l'industrie du jeu vidéo japonais nous montre son savoir-faire. Premier stand à visiter, celui de Nintendo. Passé la désagréable surprise de ne trouver ni la GameCube ni même la N64, on se consolera avec, il est vrai, un magnifique bouquet de jeux à venir sur GBA. Bonjour, je m'appelle Minagawa et je travaille aux relations publiques chez Nintendo. Bon, la Game Boy Advance est sortie au Japon le 21 mars de cette année. Il y a eu 600 000 réservations et la machine est tombée en rupture de stock le jour même. Maintenant, on est fin mars et on a vendu pratiquement 1 100 000 consoles. On avait demandé aux clients de faire des réservations dans la mesure du possible. Mais malgré tout, le jour de la sortie, il y avait à Tokyo quelques milliers de personnes qui attendaient depuis 2 heures du matin. Vraiment, les consoles portables ont pris une part très importante dans le marché du jeu vidéo. Maintenant, je pense que les gens passent plus de temps sur une portable que sur une machine de salon. La raison pour laquelle les portables remportent un succès de plus en plus important et qu'elles se vendent de plus en plus tient en quelques mots. Tout le monde peut jouer n'importe où et n'importe quand. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux adaptés de la Super Nintendo sur GBA. Il faut dire qu'il existait sur cette machine de nombreux titres très jouables et intéressants en même temps. Mais s'il y a effectivement des vieux jeux sur Game Boy Advance, n'oubliez pas qu'on trouve aussi de nombreuses nouveautés comme le Pocket Music présenté juste à côté. En fait, il s'agissait plutôt d'un bien étrange concert. Ces 4 demoiselles sapées à la visual se lancent dans un rock endiablé et on constate avec surprise qu'elles ont toutes pour instrument une simple Game Boy Advance. Explication. Le jeu Pocket Music fonctionne comme un synthétiseur. Chaque note correspond à une touche et il est même possible de changer d'octave. Encore une fois, on reste impressionné par la qualité incroyable du processeur son de la machine. Ce jeu sortira donc en septembre au Japon. Il sera vendu avec une enceinte qu'on peut accrocher à sa ceinture et contiendra 50 morceaux préprogrammés, sans compter évidemment toutes les musiques qu'on pourra reproduire soi-même. En ce qui concerne les jeux de musique, il y aura donc tout d'abord Pocket Music qui sortira cette année en septembre. Ce jeu sera même décliné en plusieurs cartouches différentes. Il faut dire que le son de la Game Boy Advance est de très bonne qualité et qui plus est en stéréo. De plus, de nombreuses personnes jouaient déjà beaucoup aux jeux de musique, même sur le speaker de la première Game Boy. Et puis chez Nintendo, on essaie toujours de faire quelque chose de différent, quelque chose que les autres n'ont jamais fait avant. Donc Pocket Music ne sera pas un simple jeu de rythme, car vous pourrez jouer de la musique avec votre GBA comme avec n'importe quel instrument. Et ça, c'est une vraie nouveauté. De nombreux jeux étaient également présentés sur le stand de Nintendo. Le très attendu Mario Kart attirait pas mal de monde, en tout cas plus que le pauvre Chorokyu Advance qui, tout comme les versions console de salon, n'est guère convaincant. Rappelons qu'il s'agit d'une course de voiture en modèle réduit. Ensuite, un autre grand titre semble réveiller l'impatience des joueurs. Golden Sun est un RPG très prometteur et en tout cas très beau plastiquement.
Toujours dans les RPG, on remarquera le tout mignon Doraemon, tiré du manga correspondant, ainsi qu'un Breath of Fire de Capcom, adapté de la série qui perdure sur console depuis la Super Nintendo. Enfin, on termine avec Bomberman Story qui annonce des lendemains qui chantent et des nuits bien blanches. Attention, ce n'est pas tout, de nombreux autres titres étaient présentés sur les stands des éditeurs tiers. Nous allons voir tout cela en détail très bientôt. Pour la sortie européenne de la Game Boy Advance, il y aura les mêmes coloris qu'au Japon. À la sortie, il y avait 3 couleurs disponibles, la violette, la Milky Blue, qui est à peu près la couleur d'un lagon transparent, et enfin la blanche. Ce sont ces 3 machines qui ont été vendues ici et on les retrouvera pour la sortie européenne. Évidemment, il y aura des séries spéciales, mais je ne peux pas vous dire si elles seront vendues hors du Japon. Entre-temps, Nintendo a annoncé la GBA Milky Pink qui sortira en avril au Japon et elle fera partie elle aussi des coloris disponibles à la sortie de la console en France. On attend le 22 juin prochain pour pouvoir y jouer en officiel chez nous. Petit détour tristouné sur le stand Square. Ici, les journalistes sont malvenus et il est interdit de filmer ou de photographier les jeux présentés. Pas de panique, à 100 mètres de là, le stand Sony, beaucoup plus accueillant, présente fièrement les productions des éditeurs tiers pour PlayStation 2. De toute façon, Sony a si peu de titres maison qu'ils étaient bien obligés de remplir le stand avec ce qu'ils pouvaient. Et forcément, voici exposées aux caméras de tous les images de FF10 jalousement gardées par Squaresoft. Comme vous pouvez le constater, on retourne à une ambiance très proche de Final Fantasy VIII. C'est à nouveau Monsieur Nomura qui est au design, et le jeu reprend l'ambiance sérieuse et les personnages figuratifs qui furent si contestés à l'époque. 2 grandes nouveautés sont à remarquer pour le premier Final Fantasy de la PlayStation 2. Tout d'abord, voici enfin arriver la parole. Square claironnait pourtant depuis toujours qu'il préférait le textuel pour laisser les joueurs s'identifier aux personnages. Deuxième nouveauté, les décors sont maintenant en 3D temps réel. L'ambiance du jeu s'en trouve carrément très différente. FF10 sera donc un grand tournant dans la série. Espérons que le scénario sera solide. Et en attendant sa sortie en été, profitons de ces images qui sont, il faut l'avouer, magnifiques. Sony mettait également en avant leur grande arlésienne Gran Turismo 3. Ça fait déjà plus d'1 an que sa sortie ne cesse d'être poussée et l'impatience des joueurs commence à se faire sentir. Évidemment, les bornes disposant d'un volant ont été prises d'assaut par les visiteurs, le temps de se faire une petite course. Pas grand chose de nouveau pour ce titre, c'est toujours aussi beau et toujours aussi jouissif. La date de sortie est imminente, même si on s'attend à encore un peu de retard de la part de Polyphony Digital.
Toujours dans les jeux fabriqués en interne par Sony, on pouvait découvrir un titre assez prometteur. Phase Paradox est un jeu d'aventure pour PS2 plutôt conventionnel, mais joliment réalisé. Chose étonnante, il s'agirait de la suite du shoot 'em up Philosoma. On retrouve une ambiance proche d'Enemy Zero ou encore de Galerians, avec un système de jeu à la Biohazard. La sortie est prévue pour le 24 mai au Japon. Ne riez pas, mais voici un jeu qui ravit les possesseurs japonais de la PS2. Présenté comme un produit salvateur dans la pauvre ludothèque de la machine, ce troisième épisode de Densha Dego est une simulation fidèle de train de banlieue. Le concept est surprenant, mais ceux qui y ont goûté vous diront que le système de jeu est si bien pensé qu'on se laisse vite séduire par ce titre étrange. Historiquement, cette édition du Tokyo Game Show sera la première à accueillir un constructeur étranger. Mesdames et messieurs, Microsoft entre dans la danse et pour l'occasion, Bill Gates lui-même a fait le déplacement pour présenter sa machine. Le premier jour du Tokyo Game Show, tous les journalistes présents se sont donc pressés dans la salle de conférence pour assister au spectacle. Messieurs les journalistes, Bill Gates. Thank you. Ouais, la salle n'est pas encore chaude, mais ça va venir. Good afternoon. It's very exciting to be here and talk about the incredible opportunities we all have in the video game business. Ça va venir, je vous dis. This has been a business that's really surprised everyone. It's grown to be the largest form of entertainment. And I believe that we're just at the beginning of what's possible. I think the thing we all should consider today is how we can continue to grow this business, how we can make this a really fantastic business for everyone who participates in it, and bring great new experiences to our customers. Non, décidément, les Japonais sont des gens très réservés. The video game business is a worldwide business. But one key thing I want to make clear today is that we see Japan as at the center of this business. From a game developer's point of view, this is En tant que développeur de jeux vidéo, c'est la meilleure machine sur laquelle je n'ai jamais travaillé. it's not only incredibly powerful, so we can take Non seulement elle est incroyablement puissante et permet de concrétiser nos idées, mais en plus elle est très simple à utiliser. Very easy for us to use. Nous sommes familiarisés avec les technologies qui la composent. Nous travaillons avec ces technologies depuis des années et nous pouvons les appliquer avec cette machine. Il nous reste donc la plupart de notre temps pour se consacrer au côté créatif afin de faire de super jeux. Et du coup, nous passons beaucoup moins de temps à nous batailler avec la machine, à essayer de dépasser des limites imposées par celle-ci, ce qui est très frustrant. C'est ça qui m'excite avec cette console. C'est comme ça que nous l'avons conçu. En discutant avec les développeurs, les gens disent « elle a un processeur Intel, un disque dur, ça doit être un PC ». Mais non, c'est une console de jeu. Prenez par exemple Tecmo. Si vous regardez Dead or Alive 3, je ne pense pas qu'il l'ait créé comme un jeu PC. Mais les gens qui travaillent sur PC adorent le processeur, l'outil. Et les concepteurs de jeux utilisent des PC pour faire des prototypes de leurs produits. Et ils espéraient une console qui allie ces deux outils et qui leur permette de ne plus se disperser avec ces multiples étapes. Ils voulaient être libérés et capables de créer directement des animations finales et des simulations physiques pour leurs jeux. Nous avons donc répondu à leurs requêtes et nous avons tout inclus dans le hardware. Et maintenant, nous avons une machine qui fait des choses que personne n'a jamais vues auparavant, car les créateurs de jeux
ont le temps de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire précédemment. Ce que vous pouvez voir ici au Tokyo Game Show, c'est qu'il n'y a pas de démo technique, il n'y a que des jeux Xbox, Dead or Alive 3, Project KX. Et les gens disent « Oh, c'est magnifique !» Et ça l'est. Et c'est aussi un vrai jeu. On travaille très dur pour ne jamais promettre plus que ce que nous sommes capables d'offrir actuellement. C'est très important pour nous. On revient donc à ce qu'on disait il y a quelques minutes. Vous voyez, le problème avec la PlayStation 2, c'est qu'elle est trop difficile à programmer. Toute l'énergie passe dans le fait d'essayer d'avoir une image sur l'écran. Et ce que les gens reprochent aux jeux PS2 qui viennent de sortir, c'est qu'ils sont trop courts. Et cela parce que les développeurs n'ont pas pu y ajouter plus de contenu, car ils n'arrêtaient pas de se prendre la tête avec le hardware. Nous la sortons comme une console de jeu destinée aux hardcore gamers entre 16 et 26 ans, le joueur typique sur console. Mais nous avons sérieusement l'ambition d'élargir ce public. Vraiment, nous ne considérons pas cette machine comme un hybride, fabriqué à moitié comme un PC et une console. C'est vraiment une machine de jeu qui arrive sur le même marché que la PlayStation 2. Et tous les jeux qui vont sortir vont être exactement ce qu'attendent les joueurs de ce type de support. La raison pour laquelle les gens aiment les jeux consoles ou les jeux PC, c'est qu'ils sont différents. Beaucoup de gens pensent encore, à cause de ses composants, que la Xbox va avoir des jeux PC. Mais non, c'est faux. Aucun distributeur ne va mettre un jeu PC sur une console qui utilise la télévision. Ça n'a pas de sens. Les gens qui voudront jouer à des jeux PC le feront sur leur ordinateur, pas sur cette console. Pour l'instant, c'est sur la Xbox qu'il y a le plus de jeux Sega annoncés. Nous avons déjà au programme Sega GT2, un jeu de course. Gun Valkyrie a un nouveau jeu très excitant. Un jeu nommé Panzer Dragoon, un jeu fantastique dont vous vous souvenez sûrement sur Saturn. Et quel est l'autre jeu? C'était quoi ce jeu? Tu t'en souviens, non? Jet Set Radio. L'une des choses excitantes dans la création d'un jeu vidéo, c'est que c'est un médium qui vous implique directement. Par exemple, pour le cinéma, c'est presque le même outil qui a servi depuis plus de 100 ans. Et avec cette même caméra, on a appris à faire des choses fabuleuses. Pour nous, dans le business du jeu, la caméra change tout le temps. Bientôt, cette console Xbox sera remplacée par une plus puissante, et ainsi de suite. Et personne ne sait quand cette évolution s'arrêtera. Il faudra peut-être attendre 20 ans avant de découvrir une nouvelle plateforme de divertissement complètement stable au niveau technologique. Et jusque-là, c'est une des particularités de ce business. La puissance ne cesse d'augmenter avec chaque nouvelle version de console, et nous devons créer nos jeux en les faisant profiter de ces avantages, quelles que soient les nouvelles capacités. Par exemple, avec la Xbox, c'est avec ses capacités au niveau du jeu online que maintenant, pour la première fois, nous pouvons faire jouer des centaines de milliers de gens ensemble. Nous pouvons élaborer des mondes virtuels où les gens vont être capables de se regrouper pour jouer. Cela nous ouvre de nouveaux horizons. Un des challenges auxquels on doit faire face aujourd'hui dans le business des jeux PC, c'est de faire des jeux de qualité, utilisables sur tous les supports. Quand on parle de faire disparaître les barrières technologiques pour les développeurs de jeux PC, il s'agit tout d'abord de la compatibilité entre les machines. Le PC est un support très libre, car c'est un outil en permanente évolution. Il y a toujours une meilleure carte son à venir, une meilleure carte graphique. Mais encore une fois, si le jeu utilise la meilleure carte son, il faut aussi qu'il marche avec la plus mauvaise. Pour la console, on peut se focaliser sur ses performances maximales, mais la console prend de l'âge et en 3 ans, elle est dépassée. La difficulté, c'est que le procédé créatif réclame une certaine stabilité.
Être capable de lire le même disque sur de nombreux systèmes élimine une partie de la créativité. Et ce n'est pas intéressant pour les gens qui font des jeux. La spécificité dans la création d'un jeu, c'est que vous faites quelque chose de si beau, de si subtil et de si fragile, mais qui reste pourtant à la merci du support. Et compromettre cela pour que le jeu soit lisible sur toutes les consoles, Xbox, PlayStation, etc., c'est trop. C'est impossible. J'espère sincèrement que les gens vont garder l'esprit ouvert et vont regarder les jeux qui sont faits pour la Xbox. Je pense que nous allons créer des choses vraiment incroyables, des choses vraiment belles avec la puissance de cette machine. Vous savez, les gens ont beaucoup d'idées préconçues sur Microsoft, mais ce projet est réellement excitant et spécial pour quelqu'un qui crée des jeux. J'espère alors qu'ils vont jeter un œil objectif sur ce que nous avons construit. Je pense que les joueurs français sont très spéciaux. Ils aiment la nouveauté et les petits jeux faits dans les garages. Avec la Xbox, nous avons un programme qui donne une chance aux développeurs qui n'ont pas d'éditeur. Donc, si vous êtes deux copains chez vous et que vous avez une super idée de jeu, qui nous paraît aussi géniale, nous vous fournirons un kit de développement. Ainsi, vous pourrez faire évoluer votre idée en quelque chose d'abouti. Certains petits jeux des années 80, comme ceux d'Infogrames, sont vraiment beaux et personne d'autre n'aurait pu faire des choses expérimentales aussi cool et créatives. Et sur Xbox, nous aimerions avoir cela. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce programme de développement externe. Alors gardez l'esprit ouvert, ne pensez pas que c'est Microsoft qui met la main basse sur l'univers des consoles. Mais dites-vous que nous sommes des joueurs et c'est dans cette optique que nous faisons cela. En ce qui concerne la machine elle-même, Microsoft a annoncé que le pad serait plus petit pour la version japonaise. On se demande alors comment elle sera en Europe. Nous allons la faire grosse comme ça, pour le marché européen, et la manette sera de cette taille. Et la prise à elle seule sera à peu près comme ceci. Ouais, et elle fonctionnera sur du 10 000 volts, il faudra donc un adaptateur très spécifique. Non, nous sommes au courant de ces rumeurs et ça nous fait beaucoup rire. Tout le monde lance ce genre de bruit sur le web. Sur Internet, il a été dit qu'il y avait une caméra sous le rond vert et il commençait à débattre sur la marque de la caméra. Non, la version européenne est la même que la version américaine. Ce sera cette console et cette manette. Voyons voir maintenant du côté des jeux. Ce Tokyo Game Show a été l'occasion d'en savoir un peu plus sur le sujet et surtout de voir les images des derniers jeux présentés. Voici tout d'abord Air Force Delta 2, la suite du premier donc, développé par Konami. On passe maintenant du côté français avec Myst 3 Exil. Ce n'est pas ce plan séquence en cinématique qui nous en dira beaucoup sur le jeu, mais ça a quand même le mérite de nous prouver que ça existe. On continue avec Silent Hill 2, a priori identique à la version PS2. Konami semble décidément très intéressé par cette machine et devient avec Sega l'éditeur japonais le plus enthousiaste vis-à-vis de la Xbox. En revanche, avec Dead or Alive 3, on sent de la vraie nouveauté. On est ici vraiment devant une suite et non un portage d'un jeu déjà existant. Même si peu d'images ont été présentées, voici un titre assez engageant. Encore un jeu Konami, décidément. Dikio World Soccer 2001 est beau comme tout, mais attention, il a été réalisé par KCEO, responsable du Fadas Dikio World Soccer 2000 sur PS2. Méfiance donc. Kingdom Under Fire est à l'origine un jeu PC censé marier harmonieusement le jeu de stratégie et le jeu d'aventure. Encore une fois, avec seules quelques secondes de cinématique comme référence, il est difficile de voir ce que la version Xbox peut apporter par rapport au PC. Développé par l'équipe de Jet Set Radio, Gun Valkyrie est un projet Dreamcast qui se retrouve maintenant sur Xbox. Au programme des Valkyries et des Guns, surtout des Guns d'ailleurs, des gros Guns comme on aime. En tout cas, ça promet. Et
Et hop, le premier jeu débile sur Xbox, ça s'appelle Style Laboratory, et rien qu'avec ces maigres images, vous pouvez imaginer le délire. Il vaut mieux imaginer d'ailleurs car O2 n'a donné aucune info sur ce jeu. Et voici le meilleur pour la fin, voici une démo faite par Microsoft, nom de code Projet KX. On ne sait donc pas encore s'il s'agira d'un jeu ou s'ils en resteront là, mais toujours est-il que ces images sont les plus impressionnantes de la machine. Même si c'est d'un parfait mauvais goût, il faut avouer qu'il y a de la puissance derrière. Enfin, il faudra noter l'arrivée imminente de Famitsu Xbox qui remplacera bientôt Famitsu Dreamcast. C'est la vie. Si on y réfléchit, ça doit être la première fois qu'un magazine entièrement consacré à une machine américaine sort au Japon. Que retenir de tout ça? Même si une partie de l'industrie du jeu vidéo au Japon semble réticente à l'arrivée de Microsoft, on peut néanmoins être sûr que c'est une console qui comptera dans l'histoire des jeux vidéo. En tout cas, Microsoft a l'air de savoir où il va et les moyens mis en œuvre sont énormes. Au Tokyo Game Show, il n'y a pas que des stands de présentation. On peut aussi trouver dans les recoins des halls quelques lieux de vente de goods en tout genre. Et curieusement, c'est là que se concentre la plus grosse masse de personnes. Voici pour commencer le stand Dokodemo Isho, tiré du jeu Pocket Station. Ici, c'est le stand des jeux de dragouille de Konami. Pas de surprise, le public concerné est là et il fait la queue patiemment avant de pouvoir claquer ses yens dans quelques straps ou t-shirts à l'effigie de leur héroïne préférée. Enfin, voici le stand Biohazard, alias Resident Evil. Voilà qui vous parle certainement plus. Il y avait ici une quantité inouïe de goods différents tirés du survival horror de Capcom. On pouvait même y acheter très cher un flingue collector enfermé dans une mallette cadenassée dont il faut trouver la combinaison soi-même après achat. Il faut vraiment être fan. Au Tokyo Game Show, il n'y a pas que des hits. On peut aussi trouver au hasard d'une promenade de bien curieuses choses. Voici Happy Diet, un jeu qui fait maigrir donc. Ça va se vendre ça, c'est sûr. Passons à Atelier Lily, un jeu qui ressemble beaucoup à un RPG mais où il faut en fait passer son temps à cuisiner des potions magiques. Bien sûr, on retrouve toujours le quota de jeux à licence. Dernière en date, Taiyo Chichaozo, connu chez nous sous le titre You're Under Arrest, se voit adapté sur PlayStation. Les cinématiques assurent, le package aussi, mais méfiez-vous, il s'agit d'un digital comic aux possibilités interactives très limitées. Quant à Ashita no Joe, le célèbre manga des années 70 est adapté en jeu de typing. À la manière de Typing of the Dead, qui reprenait le jeu House of the Dead, il faut taper le plus vite possible des phrases complètes en caractères romains avant que l'adversaire ne vous colle une droite. Au stand Sony, on pouvait trouver un jeu bien barré mais plutôt bien ficelé. Réfléchissons une seconde, si vous détestez les moustiques, c'est peut-être parce que vous ne vous êtes jamais mis à leur place. Partant de ce principe, on peut faire un jeu, la preuve. Voilà le titre que l'on va sortir cet été. C'est donc une simulation de moustiques. Dans ce jeu, vous serez donc un moustique et vous pourrez voler librement dans toute la pièce, le but étant d'aller boire du sang humain. Ensuite, il faut maintenir le bouton R3, c'est en fait le stick analogique de droite, et le faire tourner doucement en faisant attention à ne pas se faire écraser. Et voilà, le tour est joué. On peut aussi trouver un peu partout des jeux vraiment ciblés qui n'intéressent qu'une tranche bien précise de la population joueuse. Au stand Bandai notamment, on pouvait jouer à une énième adaptation de Gundam, mais pour l'arcade cette fois-ci. Juste à côté, on trouvait le jeu Sonic Front chez le même éditeur. Cherchez pas, c'est encore du Gundam, mais cette fois sur PS2. Enfin, dans un coin du stand arrousé, on pouvait voir un petit écran isolé sur lequel tournait Garou Densetsu Mark of Wolves sur Dreamcast. Rappelons qu'il s'agit du dernier Fatal Fury sorti sur Neo Geo et que malgré son âge, de nombreux fans attendaient une adaptation qui jusqu'ici semblait complètement oubliée. C'est une bonne nouvelle donc.
Autre stand très visité, Namco. Peu fourni en nouveauté, la grosse surprise venait surtout de l'absence totale de jeux de combat. Plutôt étonnant de la part de l'éditeur de Tekken. On continue bien sûr à en produire, mais on n'a rien à présenter cette année. En revanche, Kaze no Klonoa 2 était vraiment mis en avant par l'éditeur. Il ne s'agissait pourtant pas d'une nouveauté, puisque le jeu était déjà en vente depuis une semaine en magasin. Quoi qu'il en soit, Namco est un des seuls éditeurs à avoir l'audace de développer un titre plutôt destiné au jeune public sur PS2. Pourtant, un enfant a-t-il les moyens de se payer une machine à 3000 francs? C'est vrai que Klonoa 2 est plutôt destiné aux enfants, mais on espère sincèrement qu'il saura séduire tous les publics. On espère aussi qu'il plaira tout simplement à ceux qui aiment les jeux vidéo. Ce qui serait super, c'est que ce jeu pousse les enfants à demander une PS2 à leurs parents. Kaze no Klonoa 2 est un titre à la jouabilité 2D, ce qui n'est plus très à la mode. C'est le concept même de Klonoa. Dans un monde en 3D très compliqué, où vous êtes complètement libre, le joueur finit par être un peu perdu. En plus, pour les passages en plateforme, ce serait bien trop difficile à jouer en vrai 3D, et notre public serait un peu plus restreint. Par exemple, dans Mario 64, il arrive souvent qu'on saute droit devant pour attraper quelque chose sans l'atteindre pour autant. Si le jeu est en 3D, le moniteur reste un écran plat et la perception de l'espace est toujours un peu compliquée. Nous voulions faire dès le départ un jeu simple, amusant et accessible à tous. Nous avons donc opté pour une jouabilité en 2 dimensions. Le but, c'était que la caméra soit toujours bien placée. Elle doit toujours se tourner correctement selon l'action. Elle est là pour faciliter le jeu et non pour le rendre plus difficile. Klonoa est comme une bouffée d'air frais. Des graphismes jusqu'à la bande sonore, tout est fait pour vous plonger dans une ambiance pure style jeu vidéo comme on n'en fait plus. Pour ce jeu, j'ai commencé par travailler les mélodies. Dans les jeux actuels, nous avons la possibilité d'intégrer énormément de morceaux. Mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que finalement, les musiques ne restent pas à l'oreille du joueur. J'ai donc composé une musique par niveau, une musique jolie mais simple et dont la mélodie est facilement identifiable. Chaque monde est alors très différent et a sa propre personnalité. Et puis je pense que pour un jeu comme Klonoa, de la musique techno ou électronique ne conviendrait pas. C'est la même chose pour les effets sonores, on ne peut pas mettre de son réaliste sur un jeu qui ne l'est pas. Ça donnerait une impression bizarre. Et puis, pour les explosions, il y a des règles, des codes dans les jeux vidéo. Même si ce n'est pas réaliste, on l'identifie parfaitement comme un bruit d'explosion. Tout ça est important dans l'univers de Klonoa. C'est une représentation réaliste d'un monde fantaisiste. Voici derrière moi Kaze no Klonoa, Empire of Dream. Si on le compare avec l'original sur PS2, on remarquera qu'on est passé en 2D et surtout qu'il est plus orienté puzzle qu'action. L'éditeur Koei a beau être un vieux du jeu vidéo, son arrivée sur console est toute fraîche. Jusque-là spécialiste du jeu de stratégie bien complexe sur PC, Koei s'est fait remarquer l'année dernière avec Kessen sur la PlayStation 2. L'éditeur présentait Kessen 2 cette année, encore plus beau et tout aussi passionnant que le premier.
côté du fer de lance de leur catalogue, on pouvait voir le jeu Gitaluman. Plutôt décalé mais assez prometteur, voici un rhythm game qui prétend donner du renouveau au genre. C'est audacieux, mais plutôt bien fait. Surtout que Koei a un invité de marque sur le projet. Pour Gitaluman, on souhaitait avoir un personnage vraiment charismatique. Comme Mitsuru est en ce moment un des illustrateurs les plus populaires, on lui a proposé de faire le design du jeu. Voilà donc un jeu au design original et à la prise en main étonnante. Il faut à la fois appuyer sur des boutons tout en orientant le pad analogique du DualShock pour suivre les riffs de guitare. Quant à Mitsuru, il s'agit d'un artiste à la fois poète et illustrateur très connu de la jeunesse japonaise. Toujours chez Koei, on trouvait un jeu de skate branché qui roule dans les traces de Jet Set Radio. Yanni Agabajista n'est pas encore terminé, peu d'informations ont été dévoilées. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se passe sur PlayStation 2 et que ça sortira cet été au Japon. Enfin, Koei se fait aussi le distributeur au Japon des jeux Midway. On pouvait donc jouer sur le stand à une version Game Boy Advance très sympa de Ready to Rumble. On se demande alors quel accueil recevra ce jeu ici, car même s'il a eu un énorme succès en Europe, il ne sera pas forcément aussi bien reçu au Japon. Aruse n'est pas encore très connu dans le marché du jeu vidéo. Pourtant, cette boîte existe depuis longtemps et travaillait essentiellement dans la fabrication de pachinko, sorte de flipper japonais. Après avoir racheté SNK, les voilà qui présentent en grande pompe Shadow Hearts, un RPG dont l'action se passe à Paris au début du siècle. Gage de qualité, le jeu a été réalisé par l'équipe de Kudelka, un RPG sur PlayStation 1. Le jeu que la société Aruse développe pour PlayStation 2 s'appelle Shadow Hearts. Il s'agit d'un RPG qui fera beaucoup appel au timing et au tempo dans les phases de combat. La date de sortie est pour le 28 juin au Japon. Au niveau de l'ambiance, ça fait un peu penser à du Lovecraft, mais en plus japonais tout de même. En tout cas, le jeu promet d'instaurer un climat pas forcément effrayant, mais en tout cas sombre et légèrement glauque. Le principe du jeu repose sur l'utilisation du disque. Quand on passe en phase de combat, le disque en question apparaît. Une aiguille tourne à l'intérieur et il faut appuyer avec précision sur le bouton à des moments définis pour effectuer des actions de base. En fait, plus le joueur est doué, plus les personnages du jeu deviennent forts. On se sent alors d'autant plus impliqué dans l'histoire. C'est en voyant de tels jeux qu'on se dit que désormais, il faut vraiment avoir des moyens colossaux pour prétendre rivaliser graphiquement avec un Final Fantasy. Au fait, y a-t-il une version Xbox de prévue ? Non, pour l'heure, il n'en est pas du tout question. Comme quoi, tous les éditeurs ne sont pas encore prêts à miser tout de suite sur la Xbox. Quant au jeu lui-même, il est amusant de constater comme les rhythm games influencent peu à peu tous les genres de jeux. Dans Final Fantasy IX, il y avait déjà des petites séquences de rhythm. Dans Dark Cloud, les combats contre les boss se jouent à la Bust Move, et voilà maintenant Shadow Hearts avec son système qui mise tout sur le rythme et la précision. En fait, on n'avait pas vu ça depuis les jeux de golf et de bowling. Après tout, pourquoi pas ? Ça donne au moins l'impression de prendre part réellement au combat. Et puis, surtout, ça apporte encore un bon jeu à la PlayStation 2 qui commence à avoir une ludothèque vraiment intéressante. Du côté de chez Capcom, c'est toujours la fête. À peine arrivé, on tombe direct sur un fameux duel online opposant un visiteur à l'équipe de développement de Capcom vs SNK. La classe. Pour cette nouvelle version nommée Capcom vs SNK Millennium Fight 2000 Pro, seul le mode online et 2 nouveaux personnages ont été ajoutés. Attention, il s'agit tout de même de Dan et de Joe Higashi. De quoi patienter en attendant le véritable SNK vs Capcom 2 actuellement en développement.
Ensuite, la branche arcade de Capcom présentait deux nouveautés. D'abord, Heavy Metal Geomatrix, prévu en juin sur Dreamcast, ressemble énormément à Spawn du même éditeur sur DC. Ensuite, Pro Gear no Arashi, un shoot 'em up joliment fait mais très classique. Le produit typique pour Salaryman en fait. Du côté de la Dreamcast, c'était plutôt tristouné. Les seuls jeux montrés étaient la série des Eldorado Gate. Il s'agit d'un RPG à suivre designé par Yoshitaka Amano. Ce sont des jeux à petit budget et vendus à petit prix. Nous en sommes déjà au 5e volume. Et bien évidemment, c'est le fameux Devil May Cry qui faisait encore parler de lui. Capcom a bien précisé qu'il s'agira d'un jeu d'action pur, sans énigmes prises de tête, à la Biohazard. Du coup, on peut commencer à s'inquiéter pour la durée de vie. Mais qu'importe, c'était bien l'un des jeux les plus excitants du salon, et chaque nouveau trailer se déguste avec plaisir. Sortie prévue pour cet été au Japon. À la base, ça devait être une suite pour Biohazard. L'équipe qui avait travaillé sur tous les autres avait déjà commencé le développement dans l'optique d'une simple suite, mais en cours de route, ils sont partis dans une autre direction. Il a alors été décidé que le jeu serait totalement différent et sortirait sous un autre nom. Eh bien, que dire à part que les gens qui ont fait ça ont décidément tout compris aux jeux vidéo. Rarement un jeu aura autant donné envie de prendre la manette. Le fantasme ultime de surpuissance qui sommeille en chacun de nous est à portée de main. Vous le savez, Capcom travaille aussi sur Game Boy Color et présentait fièrement Street Fighter Alpha, Warrior's Dream, sur la bonne vieille GBC. C'est vrai que c'est du recyclage, mais bon, quand c'est du Street, ça ne se refuse pas. Ce ne sont pas des nouveautés, mais ce sont des jeux qui sont tous d'un bon niveau. Parmi le public de la Game Boy Advance, il y a aussi des enfants qui n'ont jamais connu ces vieux titres. Donc pour eux, ça ne donne pas du tout une touche rétro, mais ils le prennent comme une nouveauté au même titre que les autres jeux. Par exemple, Street Fighter est un jeu dont on est très fier et nous sommes ravis aujourd'hui de le présenter aux nouvelles générations. Et bien évidemment, c'est sur Game Boy Advance que Capcom ressort la plupart de ses grands classiques. Parmi eux, c'est surtout Street Fighter 2 Advance et Final Fight 1 qui impressionnaient les foules. Lorsque Final Fight est sorti en arcade, c'est-à-dire la toute première version, on avait beaucoup d'idées qui n'ont pas pu être incluses au jeu pour des questions de temps. On a effectué des coupes dans les niveaux. De plus, le jeu était prévu pour être jouable à 3, mais finalement, on ne pouvait y jouer qu'à 2, même sur Super Nintendo. Cette version Game Boy Advance sera donc la première version originale, telle qu'elle aurait dû être. C'est donc une version inédite et c'est pour ça qu'elle s'appellera Final Fight 1. Alors là, rien à dire, on est bien calmé et on attend maintenant de voir ce que Capcom nous réserve par la suite. Rêvons un peu, nous on aimerait bien revoir un bon Strider ou un Ghost 'n Goblins, hein monsieur Capcom ? Dernier stand à visiter, non des moindres, Konami. C'est encore aujourd'hui l'un des éditeurs les plus prolifiques et les plus prospères du marché japonais. On retrouve sur un écran géant un nouveau trailer de Metal Gear Solid 2 qui malheureusement ne nous apprend rien de plus par rapport à la démo jouable disponible avec Zone of the Enders. En revanche, on pouvait trouver des bornes avec une version jouable de Silent Hill 2. Voilà qui est bien prometteur. Malgré le vacarme environnant, le jeu était déjà suffisamment abouti pour donner des frissons d'horreur à ceux qui ont osé prendre la manette. La version PS2 est à peu près du même niveau graphique que celle de la Xbox, mais surtout, le jeu semble bien plus avancé. Voici l'occasion d'en savoir un peu plus.
Le premier épisode était sorti sur PlayStation. Évidemment, sur PlayStation 2, le rendu est beaucoup plus beau. Mais il n'y a pas que ça. Le système de jeu également a subi de nombreuses améliorations. Ce ne sera pas la suite du premier. Si vous vous souvenez, à la fin de Silent Hill, l'histoire était terminée. Par contre, le jeu reprend quelques personnages et surtout la ville de Silent Hill pour une histoire totalement différente. Même si le jeu sera assez violent, il n'y aura pas d'interdiction aux plus jeunes. Il y aura tout de même un avertissement sur la jaquette, mais c'est tout. Bon, on n'en saura donc pas plus pour l'instant. Konami n'a toujours pas fixé de date de sortie, même s'ils ont promis que ce sera avant fin 2001. Alors fais attention, Ed. Eddie, be careful. Comme vous le savez, Konami mise aussi énormément sur les jeux Xbox. En plus des jeux présents sur le stand Xbox, dont nous avons déjà parlé, on pouvait voir au stand Konami une vidéo intéressante, ESPN Winter X Games Snowboarding 2002, qui sera la suite du très controversé Winter X Games 2001, disponible sur PlayStation 2. Le design assure, les images de synthèse sont belles comme c'est pas permis, mais nous on aurait préféré voir plutôt le jeu lui-même. Toujours chez Konami, on pouvait goûter au plaisir nostalgique des bons vieux Castlevania réunis en compilation pour la PlayStation. Ça s'appelle Castlevania Chronicle et ça sortira en été. Konami est également connu pour sa capacité à exploiter le filon des Rhythm Games. Le dernier jeu accessoire récupère la danse à la mode en ce moment au Japon. C'est le para-para et ça ne se danse qu'avec les mains, un peu comme le Sampa de Gotenner. L'adaptation en jeu vidéo était facile, voire évidente, et ça nous donne Para-Para Paradise. Le but est de faire passer ses mains au-dessus des capteurs en rythme et si possible en rajoutant soi-même plein de mouvements inutiles. Sinon, Dance Dance Revolution continue tranquillement son chemin tout aussi bien en arcade que sur PlayStation. De nombreuses éditions spéciales sont sorties, comme celle-ci, pour les plus jeunes avec des morceaux tirés du catalogue Disney. Les jeux à touche comme Pop-On Music ou Beatmania se portent bien aussi. Si la folie est un peu retombée, tous ces jeux ont trouvé un public sûr et fidèle, ce qui est encore loin d'être le cas en France. Et voilà, il est temps de rentrer. Ce Tokyo Game Show édition printemps 2001 aura été marquant pour deux choses. Premièrement, la triste absence de Sega et l'arrivée en force de la Xbox. Le marché a bien changé cette année et certains regrettent ces temps bénis où on vendait plus de jeux vidéo que de DVD. Mais bon, réjouissons-nous tout de même, l'été sera de toute évidence très riche en nouveautés et surtout en jeux de tout premier ordre. Nous aurons amplement de quoi nourrir nos machines et crever nos portefeuilles en attendant le prochain TGS qui aura lieu l'automne prochain. Game 1! もっと大きく声で